نتشرف اليوم باستضافة الوفد المالي الموجود هنا في الجزائر منذ أسبوع، وبدون إطالة لأن المسألة ليست مسألة ندوة أو محاضرة، بل إنها ندوة صحفية. وأحيل الكلمة مباشرة إلى الشيخ عمر ديارة فليتفضل لتنشيط ندوته الصحفية. وشكرا لكل الزملاء من المؤسسات الإعلامية الوطنية على حضورهم، والسلام عليكم. Nous souhaitons la bienvenue à la délégation malienne qui se trouve en Algérie depuis une semaine. Et comme le thème aujourd'hui n'est ni une conférence ni des débats, c'est une conférence de presse proprement dite, donc qui sera animée par Cheikh Omar Diarra ici présent. Et je remercie toute la presse nationale pour sa présence ici avec nous à Jarid el-Shah. Merci bien pour l'accueil. Je pense que vous avez dit dans quel cadre nous étions ici présents en Algérie depuis une semaine. Nous avons eu des rencontres avec la société civile, avec les partis politiques, les autorités gouvernementales. Donc, nous avons pu faire un tour d'horizon sur la situation qui prévaut au Mali depuis l'an dernier. Nous connaissons une crise multidimensionnelle qui se traduit par l'effondrement des institutions et qui a entraîné ces derniers mois l'intervention militaire française à partir du 11 janvier, qui s'est traduite par la libération des grandes villes du nord du Mali, Tombouctou, Gao, Kidal. Et nous sommes à la veille d'échéances politiques fondamentales. Nous devons organiser des élections présidentielles en juillet prochain. Et nous avons en face de nous des défis énormes, puisqu'il s'agit de reconstruire un État national malien, de reconstruire de nouvelles institutions, l'armée, la justice, la police, et surtout il faut assurer la réconciliation nationale, la réconciliation des Maliens entre eux, et trouver les voies et moyens à travers un dialogue politique approfondi, les voies et moyens de stabiliser la situation dans le nord du Mali. Je pense qu'il s'agit là de la condition sine qua non pour stabiliser les institutions politiques nationales. Donc je suis à votre disposition pour répondre à vos questions dans la mesure du possible. Mourad Messaouden de la radio algérienne. Monsieur le chef Omar Diarra, vous venez de dire que la libération de Gao, Kidal et Tombouctou, est-ce que ces villes sont vraiment aujourd'hui libérées? Parce qu'on n'a pas eu de chiffres après l'intervention militaire française. On peut dire qu'elles sont libérées de la présence de l'occupation par les groupes terroristes, mais on ne peut pas dire que ces villes, il y a une stabilisation, il y a la sécurité, puisque les opérations militaires, les opérations de ratissage continuent. Maintenant, concernant les chiffres, je ne peux rien vous dire. Ce sont ceux qui conduisent l'opération Serval qui peuvent vous donner des chiffres. Même la presse française n'est pas totalement informée, elle n'est pas présente sur le terrain. Elle vient quand ceux qui dirigent l'opération estiment qu'elle peut venir et elle filme ce qu'on lui permet de filmer. Donc sur ce plan-là, je ne peux rien vous dire parce que même la presse française se plaint du blackout sur l'information.
sais pas si ça répond à votre question. Cheikh Amal Diarra, votre séjour en Algérie a été très fructueux, à ce que je pense. Vous avez touché plusieurs pôles de la société civile et même vous avez été reçu par des instances parlementaires. Comment envisagez-vous, est-ce que ça rentre dans le renforcement des relations politiques, surtout je précise bien politique, entre le Mali et l'Algérie? Tout à fait. Je pense que cela participe du renforcement des relations politiques et surtout les échanges, les rencontres nous ont permis d'éclaircir un peu plus la situation qui prévaut au Mali parce qu'il y a jusqu'à présent beaucoup de zones d'ombre sur ce qui s'est passé l'an dernier et il y a, je pense, une méconnaissance de la réalité politique malienne, méconnaissance qui peut conduire à des erreurs d'appréciation et à des prises de position politiques ou diplomatiques qui ne correspondent pas à la réalité. Donc je crois que ces échanges ont été très très utiles, ça nous a permis d'expliquer de manière plus approfondie ce qui se passe au Mali depuis un an. Et permettez-moi, est-ce que ça va donner encore, est-ce que ça va permettre de consolider les échanges et des actions sur le terrain, notamment que la question du Sahel doit être obligatoirement au centre de l'intérêt commun entre les deux pays? Tout à fait. Non, je crois que je dis, il y a une communauté de destin entre les deux pays. C'est Napoléon qui disait la politique des États est dans leur géographie. Donc je crois que inéluctablement il faudra qu'il y ait des relations plus solides, mieux informées et qui tiennent compte d'une meilleure perception de la réalité sur le terrain. Et je pense que globalement les interlocuteurs que nous avons rencontrés ont une position correcte. Il y a sur certains aspects, je pense que ça mérite d'être approfondi, mais globalement, je pense que les principes sur lesquels sont fondées la diplomatie algérienne sont des principes justes. Et si les élections se déroulent convenablement, je pense que les conditions seront faites pour établir une relation bilatérale renforcée, une relation bilatérale stratégique pour traiter les problèmes de la sous-région, parce qu'il faut qu'il y ait une coordination plus approfondie entre les pays pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre la criminalité transfrontalière et pour faire en sorte que la région soit une zone de coprospérité. Il faut développer la région pour assécher les systèmes de recrutement des groupes terroristes et des groupes dits djihadistes. Donc je pense que les conditions existent pour renforcer la relation entre les deux pays. Monsieur l'Algérie. Monsieur Diarra, vous avez parlé de méconnaissance de la réalité malienne. Est-ce que vous pensez qu'en Algérie, surtout avant l'attaque de Goma, il y avait une méconnaissance de la réalité malienne? Surtout que l'Algérie, avant, considérait le groupe d'Ansar-Dine comme étant un groupe avec lequel il faut dialoguer, avec lequel il faut compter. Et est-ce que pour vous, la position algérienne aujourd'hui a changé? Et comment vous la voyez? Les Maliens eux-mêmes discutaient avec Ansar-Dine. Le Haut Conseil islamique avait entamé des discussions avec Ansar-Dine. Il avait même obtenu la libération de prisonniers politiques. Pour nous, tous ceux qui ne contestent pas l'intégrité territoriale, l'unité nationale du Mali, on peut discuter avec eux. Même le MNLA, on peut discuter avec eux à condition qu'ils reconnaissent l'intégrité territoriale du Mali, l'unité nationale du Mali, et qu'ils déposent les armes. C'est la condition sine qua non pour discuter
avec les groupes qui ont pris les armes. Bien sûr, ils doivent se dissocier du terrorisme, ils doivent se dissocier de la criminalité transfrontalière. La méconnaissance ne portait pas sur cette question, elle portait sur l'appréciation du rôle de la junte militaire au Mali. Beaucoup de gens ont condamné, nous-mêmes nous avons condamné le coup d'État. Mais le coup d'État a mis fin à un processus de dégradation des institutions maliennes. Il a arrêté un processus qui pouvait conduire à un plus grand chaos. Mais cela n'a pas, les gens n'ont pas pu l'apercevoir parce qu'il y a eu l'effet grossissant d'un coup d'État qui l'Union africaine n'accepte pas le coup d'État, les Nations Unies. Donc on n'a pas vu que la junte a pu à un moment donné arrêter un processus de dégradation institutionnelle, un processus de détérioration de la situation politique. Le coup d'État a eu lieu le 21 mars. Les élections présidentielles devaient avoir lieu le 29 avril. À la date du coup d'État, nous ne disposions pas de liste électorale, nous ne disposions pas de carte d'électeur, et aucune disposition pratique n'avait été prise pour que les élections puissent se dérouler convenablement. Il n'y avait pas de relations politiques saines entre l'administration et les partis politiques. Donc, les élections allaient forcément conduire à un chaos. Et sans compter que la situation dans le Nord s'était totalement détériorée. À partir du 17 janvier, l'attaque par le MNLA a conduit au massacre d'Aguelhok le 24 janvier. Puis après, il y a eu la prise des villes successivement. Le Tessalit est tombé le 11 mars. Et on s'est rendu compte que l'armée n'était pas préparée. On s'est rendu compte que sur le terrain, le minimum n'était pas assuré. Les soldats n'avaient pas à manger. Non. Ce qui explique la révolte des femmes des militaires. Le coup d'État, en fait, n'était pas un coup d'État, c'est une mutinerie. Des soldats d'une caserne se sont rebellés, ils voulaient aller à la télévision pour aller expliquer qu'ils n'étaient pas dans les conditions idoines pour faire face à la rébellion. Ils voulaient tout simplement transmettre un message à la nation à travers la télévision nationale. Mais ils se sont rendus compte que quand ils sont arrivés vers le palais, que le palais avait été vidé, le président avait fui le palais, donc ils se sont retrouvés à la tête d'un pays sans président. Ils ont assumé. Ce n'était pas un coup d'État, c'était une mutinerie. C'est ATT qui a fui ses responsabilités. Il y avait une vacance à la tête de l'État suite à la fuite du général ATT. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de méconnaissances par rapport à la réalité politique nationale. Et la CEDEAO a compliqué davantage la situation en imposant l'accord cadre du 6 avril 2012 qui a créé à la tête au sommet de l'État un exécutif à 3 têtes avec une junte militaire, un président de transition, qu'on a appelé par la suite président intérimaire, et un premier ministre doté des pleins pouvoirs. Ces 3 têtes de l'exécutif n'allaient pas dans la même direction. Chacun faisait ce qu'il voulait et ça a entraîné une confusion politique qui n'a pas facilité le traitement des problèmes réels du Mali. Et chaque fois, à chaque occasion, le Mali était soumis à des occasions de la CEDEAO. La CEDEAO exigeait qu'on forme des gouvernements à telle date. Elle imposait parfois des ministres à l'intérieur du gouvernement. Elle exigeait que le Mali fasse telle ou telle chose. Tout ça, ça a entraîné un affaiblissement du Mali. Ça a rendu plus difficile la compréhension de la situation malienne et ça a compliqué la résolution de la crise malienne. Et cela a duré 10 mois, jusqu'au 10 décembre 2012. On était dans une paralysie institutionnelle totale. Il a fallu que la junte intervienne à nouveau
pour destituer le Premier ministre. Et la destitution du Premier ministre a été salutaire pour le Mali, parce qu'on était dans une confusion, une paralysie politique totale. Mais cela aussi a été interprété comme étant une intrusion de la junte dans le jeu politique et a été condamné par différentes instances. Donc je pense que la méconnaissance de la réalité politique malienne n'a pas aidé à sortir rapidement de la confusion dans laquelle le pays a été plongé suite au coup d'État du 21-22 mars 2010. Bonjour, quelle est notre amie de la République? Je voudrais avoir vos réactions par rapport à certains des événements qui sont déroulés ces derniers temps, et en même temps la lecture de votre formation politique s'agissant de certaines dons sur la scène malienne. Donc d'abord, quelle est votre réaction sur le fait que hier l'Assemblée française a autorisé la poursuite de l'opération Serval au Mali? Un autre détail, une autre donne. Quelle lecture en tant que formation politique faites-vous du fait que l'espace de Kidal n'enregistre pas la présence de soldats maliens aux côtés des forces françaises et tchadiennes? Et sur ce plan-là, quel regard portez-vous sur le fait que les forces françaises à Kidal ont quelque part fait en sorte qu'il y ait cette donne par rapport à cette région-là, donc y compris la fortification du MNL? Sachant que d'ici quelques mois, le calendrier fait état d'éventuelles élections en juillet. Donc est-ce que les donnes seront c'est-à-dire réalisées, sachant que le problème des listes électorales, les candidatures, dans toutes les régions où il y a les opérations militaires, n'augure pas que effectivement cette élection risque de se tenir. Et on sait quelque part que derrière toute une opération militaire, il y a des gains politiques. Donc je reviens, en tant que formation politique, quel regard portez-vous par rapport à cela? Un autre détail, quelles sont vos attentes par rapport au rôle de l'Union africaine et des pays de la région en direction du Mali, en dehors de ce que les Occidentaux, ce que vous attendez par rapport au rôle des Occidentaux, sachant que les événements au Mali ont été précipités par la crise libyenne, dont la France a joué un rôle primordial avec l'Alliance Atlantique. Merci à vous. Merci. Ça fait beaucoup de questions. Ça, c'est la question malienne, parce que tout est lié. Oui, tout est lié. Par rapport au débat qui a eu lieu en France hier et la prolongation du mandat de l'opération Serval, je n'ai rien à dire. C'est un problème français sur lequel je n'ai pas d'emprise. La France a décidé de l'opération Serval, certes à la demande du président intérimaire, mais l'opération Serval est conduite totalement par la France. Je ne peux rien dire là-dessus. Donc, je pense que la Constitution impose que chaque 3 mois, le gouvernement vienne devant l'Assemblée et sollicite l'avis et l'autorisation de l'Assemblée. Donc c'est vraiment quelque chose qui est français, sur lequel je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Par rapport à Kidal, tous les Maliens sont aujourd'hui, l'attention de tous les Maliens est mobilisée sur la situation de Kidal. Pour tous les Maliens, il n'est pas acceptable que l'armée malienne, l'administration malienne ne soit pas présente à Kidal. Et pour tous les Maliens, il ne saurait y avoir d'élection sans que Kidal participe à l'élection. Donc sur ce point-là, les choses sont très claires. Et je pense qu'il faudra qu'à un moment donné, que le MNLA dépose les armes, que l'administration malienne, l'armée malienne,
viennent à Kidal pour assumer les missions régaliennes de toute armée et de toute administration. Par rapport au MNLA, moi je ne crois pas que MNLA il y a une fortification du MNLA. Pour moi, le MNLA ne représente rien militairement, il ne représente rien diplomatiquement. Ils ont une position erronée par rapport à l'indépendance ou l'autonomie. Tout ce qu'ils disent est erroné, puisqu'ils refusent de reconnaître l'intégrité territoriale et l'unité nationale du Mali. Maintenant, comme j'ai dit, nous sommes prêts à discuter avec tous ceux qui reconnaissent l'intégrité territoriale, l'unité nationale du Mali, tous ceux qui doivent déposer les armes pour pouvoir venir à la table de négociation, et ils doivent également se dissocier du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. Donc sur ce plan-là, je pense qu'il y a un effet grossissant de ce qu'est le MNLA. Je pense que le moment venu, lorsque les conditions d'un dialogue politique seront réunies, le MNLA aura la place qui est le sien, et je ne pense pas qu'il y aura de problème particulier dans la mesure où c'est un groupe qui est ultra minoritaire au sein de la communauté Touareg, ultra minoritaire dans la région de Kidal, et qui militairement n'a pas les moyens de pouvoir imposer une situation inacceptable telle que la remise en cause de l'intégrité territoriale du Mali. Il y a eu certes des événements qu'on a connus l'an dernier, mais cela s'explique par des causes profondes. Il y avait des dysfonctionnements majeurs au sein de la chaîne de commandement, et il y avait une absence de volonté politique de prendre en main les questions qui se posent dans le nord du Mali. Et moi je dis que ATT faisait preuve de cécité politique, stratégique, à tout point de vue. Et c'est sans doute cette absence de leadership intellectuel, politique, stratégique qui explique que le Mali se soit effondré l'an dernier entre janvier et avril 2012. Donc je n'ai pas de problème particulier avec le MNLA. Le MNLA a proclamé l'indépendance de l'Azawad sur les ondes de France 24. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un État est créé sur une chaîne de télévision étrangère. Donc ça montre que c'est un groupe qui est artificiel. S'il était enraciné, c'est à Kidal qu'il aurait dû proclamer l'indépendance de l'Azawad. Mais c'est sur une chaîne de télévision étrangère qu'il a proclamé l'indépendance de ceux qu'il considère comme étant la République de l'Azawad. Moi, je n'ai pas, franchement, je vous dis, il y a un effet grossissant du MNLA. Je n'ai pas de problème avec le MNLA. Je sais qu'au moment opportun, lorsque les conditions d'un dialogue politique sera créé au Mali, la question du MNLA va se régler. Ils ne représentent rien militairement ni diplomatiquement. Ils peuvent avoir un soutien d'un pays, mais cela ne pourra pas être imposé au Mali, parce que la communauté Touareg, dans sa très grande majorité, n'approuve pas ce qu'a fait le MNLA et n'est pas derrière le MNLA. Un groupe comme Ansarville est plus enraciné au Mali que le MNLA. Donc, je n'ai pas de problème avec le MNLA. Maintenant, concernant les élections, je pense que tout le monde sait qu'il y a des problèmes d'articulation par rapport à la réalisation matérielle de ces élections. Je pense qu'il y a des problèmes qui sont simples à résoudre, tels que les cartes d'électeurs, ça peut être fabriqué, ça peut être distribué. Il y a d'autres problèmes qui sont plus difficiles à résoudre, tels que le fait qu'on va entrer dans la saison des pluies et ça va être une saison qui va mobiliser les paysans. Donc il y a un problème de taux de participation du corps électoral qui est réel.
Deuxièmement, on va entrer dans le Ramadan, le 9 ou le 12 juillet. Donc ça aussi, ça pose des problèmes. Nous sommes un pays musulman et je pense que ça va être difficile de ne pas tenir compte de cet élément. Et puis il y a le problème des réfugiés et le problème des populations déplacées. Il y a là près de 500 000 personnes. Comment assurer leur vote, soit dans les pays d'accueil, soit les faire revenir. Et on sait que c'est très difficile de faire entrer des milliers de personnes. Nous avons eu l'expérience de 1992. Ça a pris 4 ans pour qu'on puisse rapatrier toutes les populations déplacées qui étaient en Mauritanie, en Algérie, au Burkina Faso, etc. Donc il y a des problèmes d'articulation qui sont réels, mais d'un autre côté, j'expliquais aux gens, il faut que le Mali sorte de cette transition chaotique. Aucune décision fondamentale qui structure l'avenir du Mali ne peut être prise par ces autorités parce qu'elles ne sont pas élues, elles ne sont pas légitimes. Et pour beaucoup de Maliens, ces autorités sont imposées par la CEDEAO. Et ces autorités n'ont pas la capacité à résister aux pressions externes. Donc, il nous faut sortir de cette transition pour que les dirigeants élus puissent prendre à bras le corps les problèmes fondamentaux du pays, tels que la reconstruction de l'État national, le dialogue politique pour la réconciliation nationale, et puis la mise en route du pays sur les rails du développement économique, etc. Ça ne peut pas être fait durant cette période. Les problèmes sont gelés parce que les autorités de la transition n'ont pas de légitimité et parfois de capacité à résoudre ces problèmes. Parce que dans une transition, ils ne sont responsables devant personne. L'Assemblée n'est pas légitime, son mandat est expiré depuis le mois d'août passé, 2012. Donc, il n'y a pas de responsabilité. Et nous devons sortir de cette situation. C'est une priorité pour le Mali, pour permettre au Mali de se stabiliser. C'est l'une des conditions. Les élections seront une des conditions, ce n'est pas la condition, l'une des conditions pour sortir de la crise malienne. Je crois qu'il y avait deux questions sur... Oui, il y avait deux autres questions. Sur la région, nous sommes très clairs. Nous pensons que les problèmes de la région doivent être résolus par les pays de la région. Et moi, je dis souvent, nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens. Donc, il faut que les pays de la région se dotent des moyens de résoudre les problèmes de la région. Et cela est valable également pour l'Union africaine et la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas été capable de monter la force internationale de soutien pour le Mali, MISMA. Jusqu'à présent, les soldats nécessaires pour constituer cette force ne sont pas là. Les forces qui sont déployées ne sont pas dans les zones de combat. Il n'y a que les Tchadiens qui sont dans les zones de combat et les Nigériens, bien sûr, puisqu'ils sont à la frontière avec le Mali, à la zone de Gao. Donc il y a un problème sérieux de capacité de la CEDEAO. L'Union africaine est plus ou moins prisonnière de la CEDEAO dans la mesure où il y a la subsidiarité. Si la CEDEAO décide quelque chose, l'Union africaine ne peut pas aller à l'encontre. Donc il y a un problème à ce niveau. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que la CEDEAO soit mieux structurée pour prendre des décisions qui soient dans l'intérêt des pays de la région. Je pense qu'on a dû couvrir même si mes réponses peuvent ne pas être satisfaisantes, et notamment la première question sur le Parlement français, je n'ai pas de commentaires. Hamza, bonjour.